Je vais vous traiter un exemple de calcul du champ électrostatique E et du potentiel V en utilisant la méthode de calcul direct. Je vais prendre donc l'exemple d'une couronne, de centre O, de rayons internes R1 et de rayons externes R2. L'espace, la surface entre les deux rayons R1 et R2 porte une densité surfacique charge sigma est égal à sigma 0 est égal à une constante. Et on s'intéresse à trouver l'expression du champ E et du potentiel V en un point M de l'axe OZ de la couronne. Bien sûr, pour traiter cet exemple, on doit utiliser le système de coordonnées cylindrique car l'exemple possède un axe de révolution. Avant de se lancer dans le calcul, on commence toujours par déterminer les plans de symétrie ou bien d'antisymétrie bien sûr pour cette distribution pour trouver la direction du champ E. On remarque bien sûr que tout plan passant par OZ, au fois donc il divise la distribution de parties égales et il passe par le point M où je veux déterminer l'expression du champ E. Donc on dit que tout plan passant par OZ est un plan de symétrie. Donc bien sûr le champ E il est porté par l'intersection de tous ces plans-là, c'est-à-dire le champ E, il est porté par UZ. De point de vue calcul, donc bien sûr, pour traiter cet exemple, on doit diviser la couronne en des parties élémentaires traitées comme des charges ponctuelles. Donc je vais considérer une surface élémentaire comme ça, centrée en P. Cette surface élémentaire, elle crée en tout point M de l'axe OZ un champ élémentaire DE comme ça. Bien sûr, le DE, il est dans ce sens-là lorsque la densité de charge sigma elle est positive. Ou bien le DE, il est dans le sens contraire si il est négatif, mais du point de vue calcul, rien ne change. Donc, on dit bien que on considère un élément de surface centré en P. Cet élément porte la charge élémentaire dQ et crée en tout point M de l'axe OZ un champ élémentaire DE est égal dQ sur 4pi epsilon 0 fois Pm sur Pm. Le dQ c'est quoi ici? Ici la charge elle est surfacique. Donc le dQ c'est égal à sigma ds, sigma bien sûr c'est la densité charge, et le ds c'est quoi? La couronne elle est considérée comme une base d'un cylindre avec un trou au milieu. Donc c'est une base d'un cylindre. Donc j'utilise le ds base, c'est-à-dire le r dr dθ. Le Pm maintenant, le vecteur Pm. Donc je peux intercaler le point O, c'est le PO plus OM. Et comme on a dit tout à l'heure, on va utiliser le système de coordonnées cylindrique. Donc ça c'est le UR. Le Uθ bien sûr il est perpendiculaire à UR comme ça. Et le UZ c'est l'axe du cylindre. Donc on remarque que le PO c'est égal à moins R fois UR. R bien sûr c'est un rayon variable qui varie entre R1 et R2 pour que le point P décrit toute la couronne, plus donc le Z fois UZ. De point de vue module, le Pm c'est égal, c'est la racine de R carré plus Z carré. Donc le DE c'est quoi? C'est le sigma fois R dr dθ fois Pm, c'est-à-dire moins R fois R plus Z fois UZ, divisé par 4pi epsilon 0 R carré plus Z carré à la puissance 3 demi.
Donc, on a maintenant, je vais passer maintenant à la troisième étape. Donc, la première étape, c'était de déterminer la direction du champ E. La deuxième étape, c'est de déterminer l'expression de DE. Maintenant, puisque le champ E il est porté par le Z, donc normalement, on va s'intéresser seulement à la projection de DE sur l'axe des Z. La composante qui est suivant R, elle est inutile parce qu'elle est orthogonale à l'axe des Z. Donc on dit qu'on s'intéresse seulement à la projection de DE sur l'axe des Z. La projection, elle se traduit mathématiquement par un produit scalaire. Donc le DE normalement c'est quoi? C'est la projection de DE sur l'axe des Z, c'est-à-dire DE scalaire UZ. C'est égal sigma R dr dθ divisé par 4pi epsilon 0 r carré plus z au carré à la puissance 3 demi moins LUR plus ZUZ scalaire UZ, ça donne un Z. Donc ça c'est l'expression du champ élémentaire créé par la charge élémentaire qui se trouve ici, centrée dans cette partie élémentaire centrée en P. Le champ E total maintenant, c'est quoi? On doit sommer tous les champs élémentaires créés par les différentes surfaces élémentaires pour décrire toute la couronne. Donc c'est égal au double intégral de DE. Donc dans cette double intégrale, pourquoi cette double intégrale? Déjà c'est parce qu'on a deux variables, le dr et le d et le dθ. Donc tout ce qui ne dépend pas de r et de θ, on doit la considérer comme une constante. C'est-à-dire le sigma, le z et le 4pi epsilon 0 sont tous des constantes. Tout ce qui dépend de r, on peut le mettre dans l'intégrale. Donc l'intégration donc suivant r, donc divisé par r carré plus z au carré à la puissance 3 demi, et tout ce qui dépend de θ, on doit le mettre donc dans l'intégrale dont la variable c'est θ. Pour décrire toute la couronne, θ il doit varier entre 0 et 2pi. Pour décrire la couronne aussi, le rayon il doit varier entre R1 et R2. On ne commence pas bien sûr de 0 parce qu'entre 0 et R1 on n'a pas de charge. Donc cette intégrale là c'est égal à 2pi divisé par 4pi, donc c'est égal à sigma z sur 2 epsilon 0, et l'intégrale de RDR sur R carré plus Z carré à la puissance 3 demi. Donc bien sûr, on peut chercher mathématiquement cette intégrale est égale à quoi, mais je vais vous donner trois intégrales qui sont très utilisées dans ce chapitre. On doit toujours donc les apprendre sans passer le temps à résoudre un intégral de ce type-là. Par exemple, cette intégrale-là, c'est égal à quoi? C'est moins 1 sur r carré plus z au carré à la puissance, moins 1 sur la racine de r carré plus z au carré. Bien sûr, compris entre R1 et R2. Bon, les trois intégrales, donc, on doit les apprendre par cœur. Donc, vous allez remarquer, dans les différentes applications de ce chapitre, on va beaucoup utiliser ces trois intégrales. Ça m'a l'intégrale de z dz sur la racine de r carré plus z carré, c'est égal à la racine de r carré plus z carré. L'intégrale z dz sur r carré plus z carré à la puissance 3 demi, c'est moins 1 sur racine de r carré plus z carré. Mais l'intégrale donc de dz sur, bon, disons r carré plus z carré à la puissance n, dans la plupart des exercices, on doit utiliser un changement de variable. Et on va voir donc dans une autre vidéo comment on va utiliser ce changement de variable. Donc, cette intégrale-là, c'est égal à quoi? On a le sigma z divisé par 2 epsilon 0, facteur, moins 1 sur la racine de r2 carré plus
z au carré plus 1 sur la racine de R1 carré plus z au carré. Comme ça, j'ai terminé le calcul. Donc, il me reste quoi? Il me reste d'écrire le champ E sous forme d'un vecteur. Donc, je vais ajouter à cette expression le vecteur unitaire qu'on a déterminé au début en utilisant les plans de symétrie. Donc, si je vais maintenant, je veux déterminer le champ E créé par un disque de rayon R2. Maintenant, si R1 tend vers 0. Donc, j'obtiens ici un disque de rayon R2. Dans ces conditions, lorsque R1 tend vers 0, le champ E, c'est le sigma Z divisé par 2 epsilon 0, moins 1 sur la racine de R2 carré plus Z au carré, plus, lorsque R1 tend vers 0, bien sûr, c'est le 1 sur valeur absolue de Z. Donc, je dois donner deux expressions pour ce champ E. Lorsque le Z est positif et lorsque le Z est négatif. Donc, lorsque le Z est positif, E c'est égal sigma sur 2 epsilon 0 facteur. Donc, lorsque le Z est positif, lorsque je développe ce Z là, j'obtiens ici Z sur Z, c'est le 1 moins Z sur la racine de R2 carré plus Z au carré fois UZ. Et lorsque le Z est négatif, le champ E c'est égal sigma sur 2 epsilon 0 moins 1 moins Z sur la racine de R2 carré plus Z au carré fois, bien sûr, kiff c'est le UZ. Si je vais donc représenter le champ E en fonction Z, lorsque Z tend vers 0, on remarque ici que si j'utilise le 0+, c'est-à-dire l'expression de Z positif, lorsque Z tend vers 0, le champ E, il va tendre vers sigma sur 2 epsilon 0. Lorsque le Z est négatif, lorsque je vais tendre cette expression, je vais tendre le Z vers 0 moins, l'expression de E, donc j'obtiens le moins sigma sur 2 epsilon 0. À l'infini, bien sûr, le champ E il va tendre vers 0, donc la courbe du champ E, en fonction de Z, je vais obtenir donc une courbe comme ça. Donc on remarque bien que le champ E il est discontinu en passant par une distribution surfacique de charge, et c'est une caractéristique qui est applicable toujours lorsqu'on passe par une distribution surfacique de charge et non pas une distribution volumique, parce que pour une distribution volumique le champ il est toujours continu. Maintenant pour le potentiel V. Pour le potentiel V, il y a deux méthodes à déterminer le potentiel V. Ou bien je fais le calcul directement en utilisant toujours une charge élémentaire. Donc pour le potentiel V, puis première méthode, c'est la méthode directe. C'est-à-dire, je vais prendre, comme tout à l'heure, une surface élémentaire centrée en P. Cette surface contient la charge élémentaire dQ et elle crée en tout point M un champ élémentaire, un potentiel élémentaire, excusez-moi, donc dV est égal dQ sur 4pi epsilon 0 fois PM. C'est la même formule, bien sûr, que le potentiel créé par une charge ponctuelle, mais pour une charge ponctuelle, on détermine directement le potentiel V, Q sur 4pi epsilon 0 fois PM, et pour une charge élémentaire, on détermine le potentiel élémentaire dV. Donc, c'est égal sigma fois R dr dθ divisé par 4pi epsilon 0
racine de R carré plus Z au carré. Donc le potentiel V, c'est le double intégral de dV, c'est le sigma sur 4pi epsilon 0, l'intégrale R dr sur R carré plus Z au carré, donc en racine, fois l'intégrale de dθ entre 0 et 2pi. Donc, si je prends le cas où R1 tend vers 0, c'est-à-dire, c'est comme si on a un disque chargé en surface, un disque de centre chargé en surface. Donc, dans ces conditions-là, cette intégrale, il passe donc de 0 à grand R. L'intégrale passe de 0 à grand R. Donc, l'intégrale de dθ, ça donne 2pi, simplifié par c'est 4pi, donc c'est le sigma sur 2 epsilon 0, fois cette intégrale-là, ça donne un racine de R carré plus Z au carré entre 0 et grand R, c'est-à-dire sigma sur 2 epsilon 0 fois la racine de R carré plus Z au carré moins, donc lorsque je remplace R par 0, c'est la valeur absolue de Z. C'est-à-dire, pour Z positif, le potentiel V, c'est égal sigma sur 2 epsilon 0 fois racine de R carré plus Z au carré moins Z. Et pour Z négatif, le potentiel c'est égal sigma sur 2 epsilon 0 fois la racine de R carré plus Z au carré, donc plus Z1. Comme ça, j'ai calculé le potentiel directement. Si je représente la courbe du potentiel en fonction de Z, lorsque Z est égal à 0, quel que soit Z tend vers 0 plus ou bien tend vers 0 moins, le potentiel il va tendre vers sigma R sur 2 epsilon 0. À l'infini, bien sûr, le potentiel tend vers 0. Donc la courbe du potentiel, elle est tracée comme ça. Donc on remarque bien que malgré que le champ E il est discontinu, mais le potentiel il est continu. Le potentiel il est continu, malgré qu'on a passé par une distribution surfacique de charge. Il y a seulement le champ E qui est discontinu, mais le potentiel il est toujours continu. Ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, je vais utiliser donc la relation qui relie le champ E avec le potentiel V. Donc deuxième méthode, en utilisant la relation entre le champ et le potentiel, c'est-à-dire donc E est égal à moins gradient de V. Deuxième méthode, je vais utiliser la relation E est égal à moins grade de V. Le gradient, en fin de compte, c'est une dérivée par rapport à l'espace. C'est une dérivée par rapport à l'espace. On va utiliser bien sûr l'expression du gradient en système de coordonnées cylindrique, puisque le champ E dépend seulement de Z, donc normalement le gradient ici, c'est la dérivée de V par rapport à Z fois UZ. C'est seulement la dérivée de V par rapport à Z. Parce que en système de coordonnées cylindrique, le grade de V c'est quoi normalement? C'est la dérivée de V par rapport à R, 1 sur R dérivée de V par rapport à θ, et dérivée de V par rapport à Z. Bien sûr, dans notre exercice, puisque le champ E dépend seulement de Z, donc cette quantité est nulle, et cette quantité est nulle, il y a seulement cette quantité qui est différente de 0. C'est pourquoi le champ E, c'est moins la dérivée de V par rapport à Z fois UZ. Et le potentiel, bien sûr, c'est moins l'intégrale de E fois dz. Donc, bien sûr, pour intégrer, je dois intégrer pour les deux cas. Dans le cas où Z est positif, le potentiel c'est quoi?
c'est le moins sigma sur 2 epsilon 0, fois l'intégrale de 1, c'est l'intégrale de 1, c'est le z, moins l'intégrale z dz divisé par la racine de R2 carré plus z au carré. Bien sûr, ici aussi, c'est R2, hein, c'est pas R. C'est R2. Donc, pour z négatif, le potentiel, c'est le moins sigma sur 2 epsilon 0 fois moins z moins l'intégrale z dz divisé par la racine de R2 carré plus z au carré. Bien sûr, cette intégrale, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est égal à la racine, donc je retrouve le même résultat, mais avec une autre méthode. Ce n'est pas par le calcul direct, mais c'est en utilisant la relation E est égal moins gradient de V. Je vous remercie et à la prochaine.